Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, on va parler d'un film actuellement à l'affiche, le nouveau Marvel Cinematic Universe movie, Ant-Man et la Guêpe, le premier film qui sort depuis le plutôt bon et choquant Avengers Infinity War, mais c'est un film qui se passe avant les événements de cet Avengers. Réalisé par Peyton Reed, on y retrouve une nouvelle fois Paul Rudd dans le rôle de Ant-Man, Scott Lang dans le civil, Evangeline Lilly dans le rôle de la Guêpe, Hope, Michael Douglas dans le rôle du père de la Guêpe, le docteur Hank Pym. Sa femme apparaît dans l'histoire, jouée par Michelle Pfeiffer, quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec Michelle Pfeiffer. Et il y a aussi Lawrence Fishburne dont vous vous souvenez évidemment dans Matrix, dans le rôle de Morpheus, qui joue ici un ancien collègue un peu rival de Hank Pym. L'histoire est assez simple, peut-être un peu trop, pour pas grand chose, mais on va y revenir. Après les événements de Captain America, je ne sais plus quoi, la Civil War, ou ouais, ça va être ça, Ant-Man, Scott Lang est assigné à résidence aux États-Unis. Alors, déjà, premier problème, je pensais pas qu'on savait que c'était lui Ant-Man, mais bon. Bref, il est 2 ans d'assignement à résidence, ce qui explique pas du tout son absence dans Avengers, puisque ça se passe avant Avengers, mais bon, on y reviendra, rien à voir. Et il reprend contact malgré lui avec Hank Pym et Hope, la guêpe, après avoir fait un rêve dans lequel il se souvient plus ou moins de son voyage dans le monde subatomique. Vous savez, dans le premier Ant-Man, à un moment, il se réduit tellement qu'il rentre dans le monde de l'infiniment petit avec tous les dangers qu'il comporte. Et il a quelques souvenirs mélangés à ceux de la femme de Hank Pym qui est perdue dans ce monde subatomique depuis une trentaine d'années. Et par connexion, elle aurait laissé une trace d'elle dans ses souvenirs, et donc ce qui prouve que la femme de Hank Pym, la mère de la guêpe, est toujours en vie. Et à partir de là, Ant-Man, Scott Lang doit se débrouiller pour sortir de son piège chez lui, son assignement à résidence, pour aller aider Hank Pym et la guêpe afin de retrouver la mère, la femme, donc Michelle Pfeiffer, dans ce monde subatomique. Voilà, ce film, il est clair, on doit retrouver la guêpe d'origine dans le monde subatomique, puisqu'on a les preuves qu'elle est toujours en vie. Euh, du coup, ils inventent un tunnel quantique, comme ça, qui peut aller dans le monde subatomique. Mais ils ont besoin de matériaux qu'ils doivent récupérer à un gars un petit peu malfamé, mafieux, je sais pas trop quoi. Donc sous intrigue. Et puis autour de tout ça, vous avez l'apparition improbable d'une d'une fille qui s'appelle Fantôme, une ancienne, enfin une victime d'une expérience subatomique quantique, je sais pas quoi, qui sort de nulle part comme ça, au moment d'un échange entre le mafieux qu'elle est composant et la guêpe. Elle sort de nulle part, comme ça, elle a des problèmes quantiques, son corps se décompose et se recompose instantanément, ce qui lui donne des pouvoirs, mais ce qui la fait beaucoup souffrir. Et en fait, cette fille, elle est dans cet état, soi-disant à cause de Hank Pym, d'où d'ailleurs l'intervention du personnage joué par Lawrence Fishburne, qui est là, pas content, machin, bon bref. Et à côté de ça, donc histoire subatomique, tout ça c'est super intéressant, sauvetage, avec les méchants autour qui essayent d'empêcher que ça se passe bien. Vous avez du comic relief à 80% du temps dans le film. Voilà. On est presque dans le même problème que Thor Ragnarok, même si c'est moins déconstruit, que c'est plus classique, et que du coup je trouve que c'est plus logique et fun, malgré tout. On se retrouve avec un Marvel Cinematic Universe qui est une comédie d'action. Une vraie comédie, clairement. Alors, ça peut poser des problèmes. Et c'est un film qui me pose un problème personnellement, parce que je suis ressorti de là en ayant aimé, j'ai été diverti. C'est plutôt bien fait, c'est clair qu'il y a des gros soucis, on va y revenir. Mais j'ai bien aimé. Voilà, j'ai réussi à mettre le cerveau off pendant 2 heures. Mais il y a quand même des gros soucis. Du coup, je lui mets un 6 sur 10 à ce film. Ça peut paraître généreux ou sévère selon, mais c'est un peu entre deux eaux, parce que j'ai beau avoir apprécié, il y a quand même des gros problèmes. Gros problèmes de scénario déjà, ou de cohérence. Bon, en même temps, la cohérence là-dedans, on n'est pas loin du tackle, c'est magique, avec le concept du subatomique, avec la femme de Hank Pym qui aurait soi-disant transféré son esprit, ses souvenirs dans ceux de Ant-Man, Scott Lang, pendant qu'il était là.
Ok, pourquoi, comment, on ne saura jamais. Là, donc, cette même Miss Van Dyne, donc Michelle Pfeiffer, qui aurait survécu pendant 30 ans dans le monde subatomique, ok, pourquoi pas. Mais comment? Aucune idée. On ne sait pas comment elle a pu se nourrir, boire, survivre aux dangers autour. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 30 ans? Peut-être qu'on aura des réponses plus tard, dans un autre Ant-Man ou pas. Mais c'est chaud, je trouve, parce qu'on n'a absolument aucune explication. D'ailleurs, les personnages ne se posent même pas la question. Oh, t'as survécu pendant 30 ans, mais comment as-tu fait, ma chérie? Et puis, bah, il y a l'apparition de cette fille-là, la dénommée Fantôme, qui a des problèmes quantiques avec son corps et tout. Ok, pourquoi pas. Mais pourquoi elle apparaît là, maintenant, pile au moment où ils essayent de retrouver Michelle Pfeiffer, on va l'appeler, dans le monde subatomique, tout en sachant que Fantôme aurait besoin d'elle pour intégrer son énergie et rentrer à la normale. Mais comment, pourquoi ce hasard maintenant? Comment, enfin bon, apparemment, peut-être qu'elle aurait espionné depuis des années, attendre le bon moment, machin. Ok, pourquoi pas. Et à côté de ça, vous avez Ant-Man, Scott Lang, qui est réduit à un rôle comique, clairement, du fait de son assignement en résidence, où à un moment, bah, pour le sortir de là, c'est pas un spoil de le dire, mais ils mettent une fourmi géante, enfin ils agrandissent une fourmi qui prend le bracelet électronique à sa place et qui reproduit les gestes de son quotidien. Elle a été programmée pour ça. Comment? On ne sait pas, mais en tout cas c'est possible, hein, ta gueule c'est magique. Il y a plein de ta gueule c'est magique là-dedans. C'est comme ce laboratoire géant dans lequel Hank, Hank Pym et la guêpe se cachent parce qu'ils sont cherchés par le FBI. Pourquoi d'ailleurs? On ne sait pas, mais ils sont recherchés par le FBI. Ce labo qui, en fait, pour se cacher, ils le rétrécissent, comme ils rétrécissent les voitures. Du coup, ils changent toujours d'endroit. Mais à un moment, vers le début du film, on voit le labo géant apparaître et disparaître, alors qu'il y a du voisinage autour, mais personne s'en rend compte, tout le monde s'en fiche. Pourquoi? Comment? On ne sait pas. Mais bon, en même temps, ça choque plus trop les gens. Dans cet univers, vu ce qui a pu se passer dans les films précédents. Mais quand même, enfin, niveau discrétion, en fait, c'est pas mieux. C'est pas mieux de se balancer, de se trimballer avec un truc que tu fais apparaître et disparaître comme ça. À un moment, ça peut éveiller quand même des soupçons, non? Bon. Et vous avez le personnage quasi insupportable, mais au final touchant et celui qui sort les meilleures vannes du film. C'est le personnage de Louis, l'associé de Scott Lang, là, avec qui il a une entreprise de surveillance ou de sécurité, je sais pas quoi, joué par Michael Peña, qui ne fait dans le film n'avoir que des moments comic relief très lourds. C'est de l'humour de gamin, mais parfois ça passe, parfois ça casse. Mais quand ça passe, quoi. Et quand ça... Enfin, bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. On est sur le fil du rasoir. Il y a toute une histoire de comique autour du fait qu'il se retrouve dans l'action alors qu'il n'a pas l'habitude. Autour d'un sérum de vérité qui n'est pas un sérum de vérité. À un moment, enfin, on en fait des tonnes. Dans des conversations improbables ou dans des moments graves et difficiles, ils arrivent, lui et Scott Lang d'ailleurs, à détourner l'attention avec des conneries, sans le vouloir, à parler d'autre chose. Et puis dans ce film, en fait, tous les moments, les instants dramatiques sont pratiquement tous désamorcés par de l'humour. À un moment, vous avez Hank Pym, la guêpe et Ant-Man qui sont en otage, pris au piège. Voilà. Et à un moment grave, il y a la fille de Ant-Man, oui, parce qu'il a une fille dans le film, Cassie, qui appelle, c'est urgent et tout, mais je dois décrocher. Déjà, le méchant, il le laisse décrocher, alors que n'importe quel méchant, enfin le méchant, celui qui les tient en otage, le laisse décrocher, alors que dans n'importe quel film, ça n'aurait pas été le cas. Et en fait, l'urgence, c'est j'ai perdu mes chaussures de football. Voilà, voilà. Bref, ce film ne se prend pas au sérieux. Alors, on n'est pas loin de Thor Ragnarok, là, mais pas à ce point-là quand même. Heureusement, enfin, j'ai envie de dire heureusement, vous savez que j'ai eu du mal avec Thor Ragnarok, j'en ai parlé dans une critique. Peut-être que j'apprécierais mieux en le revoyant plus tard, mais bon, là, on n'en est pas là, on est dans l'humour très con, on est dans un film comique pur, pour moi, enfin, comique d'action, comique science-fiction, comique super-héros, donc ça passe à peu près. D'où la note de 6 sur 10, parce que bon, bah, je peux pas nier avoir passé un bon moment, mais quand même, quand on creuse derrière, c'est dur et c'est bancal. C'est bancal. Et puis le scénario, voilà, aller chercher la mer dans le monde subatomique, c'est sympa, mais c'est très léger, et du coup, on te rajoute des personnages du comic relief autour, ou des personnages qui n'ont aucun intérêt, comme le personnage de Fantôme, donc on te rajoute ça autour pour gonfler le machin, mais franchement, les enjeux sont faibles. Et du coup, bah, on regarde ça comme une vulgaire comédie.
Enfin, entre guillemets, vulgaire, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. C'est dommage parce que moi j'ai un regret dans ce film, c'est que le monde subatomique, ok, on le voit, c'est génial et tout, mais on creuse pas derrière. Moi j'aurais aimé une petite révélation, un truc lié aux Avengers, enfin lié peut-être au monde parallèle de Doctor Strange, enfin vous voyez des trucs comme ça. Que dalle. Pourtant, on sent qu'il peut se passer des trucs dans ces, dans cet univers-là. À un moment, il y a même un passage à la télé où on dit ah peut-être que dans les minuscules atomes et tout, il y a des univers à part entière. On voit ça dans une émission de documentaire et tout, on se dit tiens, ah on nous installe un truc pour plus tard. Pas vraiment en fait. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Et c'est un film sur lequel bah, on, on est un peu sur notre fin, j'ai envie de dire. Mais on se divertit bien. Donc 6 sur 10, c'est à la fois sévère et gentil, je trouve. Je sais pas, c'est... J'avais mis 7 au début. Puis à y réfléchir, je me dis quand même, vu les enjeux potentiels du film, et etc., je peux pas mettre 7. Je suis obligé de redescendre à 6, quoi. Voilà. Et puis, ben, est-ce qu'on fait un spoiler? On va faire une partie spoiler. Spoiler pour les scènes post-génériques. Donc, spoiler, la première scène post-générique montre, bah, après donc, les événements du film, montre Ant-Man, la guêpe, et puis le couple, les parents, donc, faire des expériences sur le monde subatomique. Ils veulent envoyer Ant-Man dans le monde subatomique, machin. Et ils l'envoient et tout. Et c'est à ce moment-là que Hope, donc la guêpe, et ses parents, tiens le retour de la mouche après la guêpe, c'est drôle, donc Hope et ses parents disparaissent. C'est à ce moment-là, vous savez qu'à la fin d'Infinity War, Thanos fait ça et à la moitié de l'univers qui disparaît. Et Ant-Man, Scott Lang, est donc piégé dans le monde subatomique. Tiens, voilà. Donc finalement, il est là. Ça n'explique quand même pas pourquoi Ant-Man était absent. Enfin, si, enfin, oui, pourquoi il était absent donc de la guerre d'infinité contre Thanos? Parce que finalement, il aurait pu y aller après avoir. Enfin, il aurait pu être appelé et y aller. Puisque cette expérience finale dans la scène post-générique se passe après le film, donc peut-être 2-3 jours après, peut-être 10 jours après, parce que avant, on voit les parents quand même se faire une maison de rêve sur une côte et tout. On peut imaginer que c'est passé 2-3 semaines au moins entre les événements du film et ça, voire peut-être plus. Non, Ant-Man n'a pas été appelé, il a été ignoré par les Avengers. Et puis en plus, il s'en fiche. Total, ces 4 personnages s'en fichent de ce qui se passe à côté, parce que quand même, avant que Thanos fasse ça et supprime la moitié de l'univers, le monde est sur le qui-vive. Hein. Si vous avez vu Avengers 3, donc Infinity War. Et eux, ils s'en fichent, ils font leur petite expérience à côté. Normal. Tant mieux. Mais c'est pas cohérent. C'est dommage. Et puis il y a une deuxième scène post-générique, enfin une fin de générique, complètement, une scène de fin, qui ne sert à rien. On voit une fourmi, la fourmi géante qui a remplacé Scott Lang, là, qui joue de la batterie. Et je vous avoue que j'ai eu du mal à la digérer, et d'avoir attendu 5 minutes de générique pour ça. Alors que je pensais qu'il allait y avoir un autre truc. Je me suis dit, tiens, ils peuvent pas nous laisser sur cette scène post-générique là d'avant. Ah si, si. Non seulement ils te laissent sur cette scène-là, mais en plus ils te rajoutent un truc totalement pourri qui ne sert à rien. Le troll ultime. Ce film est un troll. Un bon troll, mais un troll quand même. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Ant-Man et la guêpe. Bref, heureusement que c'est les vacances. Hein. Allez, à la prochaine. Ciao.